Climate change threatens each nation in the world. Et chaque minute compte. L'accord de Paris est accepté. Transformer les entreprises pour transformer le monde. Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire « Un monde en pleine mutation, un devoir d'action pour les achats ». Webinaire qui s'inscrit dans toute une série de webinaires que nous organisons tout au long de la COP27 sur des thématiques, sur des enjeux sectoriels que nous organisons au sein du groupe KEA. Merci Hugues d'être avec nous ce matin. Merci de notre invité, Benoît Magui. Bonjour. Merci. Directeur de la construction de Nexity, et avec nous également, mais en virtuel, parce que pour des soucis personnels, elle n'a pas pu se joindre à nous, Martina Boffa-Hauter, que nous entendrons un peu plus tard. Alors, ce qu'on vous propose ce matin, on va vous proposer d'échanger, partager un certain nombre de points de vue sur les différents enjeux liés à cette question et à ce qu'on a appelé, nous, ce devoir d'action pour les directions achats. Et puis, après, nous aurons bien sûr le témoignage de nos deux invités. Et à la suite de ça, vous pouvez poser l'ensemble de vos questions. Nous ferons un plaisir d'y répondre. Un petit peu de contexte, je souhaite partager avec vous. Un monde en pleine mutation, une année 2022 extrêmement compliquée, des difficultés à assurer le sourcing et la qualité de service, raréfaction des matières, augmentation des tarifs, fragilisation des supply chains, avec un coût important, des ruptures de chaîne d'approvisionnement qui pourrait s'élever à 920 milliards d'euros d'ici à fin 2023, ce qui correspondrait à 7,7% du PIB de la zone euro. Et en parallèle de ça, les ciseaux, donc une pression supplémentaire, les enjeux écologiques de plus en plus forts. Alors on peut en regarder un certain nombre. Ce qui nous intéresse notamment, c'est le scope 3, puisque directement lié généralement en fonction de vos industries et à vos fournisseurs. Et si on se rappelle ce que nous a dit François Guérin, qui était le directeur général du CETI, qui est intervenu il y a une semaine, en fait, les intrants, c'est 85% de son scope 3 le concernant, ce qui est extrêmement important. Et puis une pression de plus en plus forte des consommateurs qui attendent qu'une marque contribue à une société meilleure. Tout ça, pour nous, met, on pourrait se dire, une pression supplémentaire, mais on le voit autrement. C'est plutôt un enjeu qui est juste extraordinaire, qui se présente aux achats, d'où ce devoir d'action, mais qui implique plusieurs choses, et notamment, de notre point de vue, un changement de paradigme que nous souhaitons partager avec vous. Alors forcément, dans nos propos, nous allons être caricaturaux, mais c'est le jeu qui se prête à ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour nous, demain, une direction des achats, elle sera si elle est sourcing push. Et par sourcing push, qu'est-ce qu'on entend? C'est-à-dire passer de ce que toute direction achat fait aujourd'hui, une connaissance des marchés, à ce qu'on a appelé un développement des filières pour créer le marché, mais également pour développer l'antifragilité et investir dans des acteurs de ces différentes filières, c'est-à-dire être capable de mesurer l'exposition du risque, modéliser les évolutions des achats stratégiques via des scénarios prospectifs ou simuler l'impact des nouvelles routes d'approvisionnement. Le deuxième point, c'est de passer d'une relation de prescription à une relation où les acheteurs, les directions achats, sont des prescripteurs en intégrant l'ensemble de l'écosystème, que ce soit bien entendu l'écosystème externe et ramener ça en interne, et pousser tous les enjeux liés à l'innovation, liés à l'éco-conception, aux substitutions de matières. Le troisième point, c'est tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire, donc passer de cette logique linéaire à au modèle circulaire, et donc de fait, vous voyez bien que tous ces points sont un peu liés, c'est fait le point avec le précédent, tout ce qui va tourner autour de limiter les rebuts et surtout limiter les externalités externes. Et puis l'avant-dernier point, c'est dans toute la question de la prise de décision aujourd'hui, on peut s'appuyer sur la data,
qui va nous permettre de qualifier des liens de causalité et donc de prendre les décisions là où avant on était plutôt dans des logiques de myopie et surtout de rétroviseur, puisqu'on va pouvoir identifier à la fois des facteurs déterminants et puis des impacts de facteurs exogènes. Enfin, le dernier point, et je reviendrai plus dans le détail un peu plus tard, c'est de regarder la performance achat différemment. Benoît nous en parlera également, mais bien sûr, de continuer à regarder la performance achat d'un point de vue de la bottom line, mais de se renforcer sur toutes les questions qui tournent autour de la top line. Pour schématiser ça, ce qu'on a voulu faire, parce qu'on retient beaucoup les images ou les analogies, en fait, ce qui nous paraît important, c'est que les achats passent du dromadaire au chameau. Pourquoi? En termes d'effort, ça veut dire de se focaliser sur toute la partie amont. C'est tout ce qui va faire qu'on va pouvoir travailler sur la question des filières, sur la question de l'écosystème et sur toute la question du sourcing. Parce que quand on le regarde maintenant d'un point de vue performance, vous savez tous, plus on est en amont dans cette chaîne de valeur, et plus on est force de proposition vis-à-vis de ses clients internes, plus le champ des possibles est important et plus le niveau de performance sera élevé. Sur la question, sur la question de la performance, parce que je reviendrai là-dessus, en fait, ce qui nous paraît intéressant, nous, c'est de bien rééquilibrer tout ce qui est bottom line et top line. Alors, bien sûr, sur la bottom line, vous allez retrouver tout ce qui est performance financière, mais de regarder aussi la top line en se disant quelle marge, finalement, en quoi ce que j'ai développé va contribuer à la marge, toute la question de la sécurisation de la supply, l'impact carbone, la maîtrise des tier 1, tier 2, tier 3, le lien aux écosystèmes, la contribution au développement des filières ou des territoires. Enfin, je parlais de François Guérin tout à l'heure, il a donné un autre exemple la semaine dernière, c'est qu'il regarde finalement son pourcentage d'approvisionnement qui est réalisé dans les départements limitrophes, il y a un de ces sujets dans sa contribution au développement des territoires. Voilà, et puis on peut s'inspirer aussi de ce que fait L'Oréal, où il y a bien toute une partie sur chez la bottom line, chez tout ce qui tourne autour du fuel the growth, ce qu'ils appellent autour de la top line, et puis le suivi de l'ensemble des engagements qu'ils ont pu prendre en termes de responsabilité, puisque finalement tout ça, ça remet la direction des achats au cœur de l'entreprise pour relever ces défis. Et ce qui nous paraît important dans cette période de COP27, c'est de pouvoir relever ces défis en responsabilité, ce qui pose la question de la responsabilité et des différents sujets qui sont à traiter autour de cette responsabilité. Et je propose que Hugues puisse nous en parler. Ça marche. Merci Stéphane. Ravi d'être avec vous ce matin pour parler de ce beau sujet des achats et notamment des achats responsables. Alors oui, les achats doivent s'engager vers plus de responsabilité, vers la responsabilité, mais la question sur le fond est comment? Pour vous aider à répondre à cette question, ou en tout cas pour cheminer dans votre réflexion, je vous propose de nous appuyer sur la Positive Business Map, ou PBM pour les intimes, développée par Kea. Cette matrice qui est structurée en fait autour de 3 grands champs. Je vais commencer par la ligne du haut, la ligne de la mission et de la gouvernance, structurée en trois temps: la raison contributive, la gouvernance partagée, les écosystèmes intégrés. Deuxième champ, matérialisé par la ligne du milieu autour de business et de la performance et des opérations, la performance globale que l'on va mesurer, la définition de modèles opérationnels à impact positif, et puis les business et innovation for good. Et puis enfin, troisième dimension, troisième champ, celui de la culture et du management, dans lequel on retrouve le leadership responsable, l'autonomie et l'épanouissement des collaborateurs, et puis la culture écologique et sociale. Alors, cette PBM, en fait, n'est pas à prendre comme une cible soit atteinte, mais plutôt, je dirais, comme une carte d'état-major sur laquelle vous allez cheminer au travers d'un questionnement en fonction de votre contexte, de vos enjeux, pouvoir évaluer, vous faire une idée de votre niveau de maturité, de votre direction achat, de votre fonction achat en matière de responsabilité.
pour enfin être capable, et c'est ça finalement au fond le plus important, être capable d'en dessiner des actions concrètes à mettre en place. Alors concrètement, comment ça marche? Vous le voyez, matrice 9 cases, on aime bien les matrices dans notre métier. On a, au travers d'un certain nombre de champs qui sont à l'écran, structurés, toute une série de questions permettant d'avancer, de se questionner, de se challenger autour de cette responsabilité des achats. Je vous rassure, ce matin, on ne va pas rentrer dans le détail de chacune des 9 cases sur l'ensemble des questions, mais j'avais plutôt envie de zoomer sur quelques-unes d'entre elles, à titre d'exemple, à savoir sur la raison d'être contributive, avec un zoom plus particulier autour de la mission. Ensuite, nous irons sur le modèle opérationnel à impact positif, et en particulier de regarder les risques et externalités. Et puis enfin, sur la dimension culture, écologique et sociale, pour regarder la partie sensibilisation. Alors, première dimension autour de la raison d'être. Il s'agit ici, en fait, vous le comprenez bien, cette raison d'être contributive, de définir la mission. Les achats ont-ils formulé une question contributive à des enjeux collectifs internes et externes? Ensuite, il s'agit évidemment d'en définir les engagements concrets, et puis derrière d'être capable de mesurer par des preuves ce que l'on a dit que l'on allait faire. Quand on regarde concrètement, j'allais dire auprès des clients, auprès d'entreprises, cet exercice de définition de la raison d'être contributive pour une direction des achats n'est pas si fréquemment fait. Alors bien sûr, les entreprises travaillent de plus en plus, et on le voit aujourd'hui, définissent leur raison d'être au sens global, mais la déclinaison, l'application sur la direction des achats est encore un exercice qui, à mon goût, reste trop peu fait, et qui alors quand même, est un élément fondamental d'engagement et de mise en mouvement de l'organisation. Je souhaitais ce matin en fait partager avec vous une mission contributive d'une direction des achats d'un grand groupe que vous connaissez tous, qui s'appelle le groupe Michelin, reconnu pour l'ensemble de ses engagements en matière de responsabilité. Alors, que dit la raison d'être contributive de la direction des achats? Elle dit, en fait, nous cherchons à contribuer à la performance durable de Michelin avec des fournisseurs. Le avec des fournisseurs me semble excessivement intéressant, qui s'engagent pour la création de valeur et l'innovation en support à la compétitivité et à la croissance du groupe. Et cette contribution repose sur l'excellence des opérations, ainsi que sur des achats responsables et durables, renforçant l'éthique des affaires, la protection de l'environnement et des revenus. Sujet, je trouve, raison d'être contributrice très inspirante, et je serais très intéressé, n'hésitez pas à la mettre dans le chat, de nous partager celle que vous avez pu définir pour votre organisation. Deuxième volet, deuxième zoom, autour de modèle opérationnel à impact positif, dimension dans laquelle on va adresser les questions de sobriété, de résilience, de compétitivité, d'innovation durable, mais aussi de travailler autour des risques et des externalités, et notamment de se questionner sur comment sont-ils pris en compte, donc l'ensemble de ces risques et externalités, que ce soit les impacts environnementaux, sociétaux, sociaux, et qu'ils soient d'ailleurs positifs et négatifs, et ce tout au long de la chaîne de valeur. Je crois qu'il est important de retenir qu'une entreprise n'est durable que si sa supply chain ou son réseau d'approvisionnement l'est aussi. L'un ne peut pas travailler, ne peut pas être applicable sans l'autre. C'est pour moi un des enjeux majeurs des directions des achats. Comment s'assurer que tout, et j'ai envie de souligner, de mettre en gras, en lettres majuscules, tous les fournisseurs sont engagés dans une démarche de responsabilité. Il y a plusieurs études récentes qui tendent à démontrer que seuls, et lorsque cela est réellement impliqué, les fournisseurs de rang 1, voire dans quelques cas de rang 2, sont engagés dans une démarche réelle de responsabilité. Au-delà, les fournisseurs de rang 3, 4, etc. Ne le sont pas, et au pire subissent tout un champ de pression qui, in fine, ne leur permet pas de s'engager dans ce type de démarche. Et avec parfois, malheureusement, un certain nombre d'exemples le montrent, des conséquences dramatiques
Je ne reviendrai pas sur cet événement tragique en 2013 du Rana Plaza, qui en est une funeste illustration. Alors la question c'est comment faire? Quel type d'idée, quel type de démarche, d'action finalement les directions des achats peuvent lancer? Quelques exemples partagés avec vous ce matin. La première peut-être effectivement d'évaluer les fournisseurs de rang avec une dimension évidemment RSE, mais qui prend en compte, ou qui prendrait en compte elle-même des éléments, des engagements RSE de leurs propres fournisseurs, de façon à regarder de façon un peu plus profonde comment cette mesure est faite tout au long de la chaîne. Deuxième élément, peut-être d'accompagner les fournisseurs de rang à mapper leurs risques pour qu'eux-mêmes soient en capacité de reproduire cet exercice auprès de leurs propres fournisseurs et ainsi aussi identifier leurs zones de risque, évidemment, sur lesquelles travailler. On peut aussi récompenser les fournisseurs qui cascadent et aident les fournisseurs de rang inférieur à s'engager vers de la responsabilité. Troisième exemple, ça peut être aussi la mise en commun de moyens et de ressources entre concurrents et entre fournisseurs afin de définir, de travailler sur des nouveaux standards et promouvoir ces standards au sein d'une filière ou au sein d'un écosystème. À ce titre, la plateforme IAEG de International Aerospace Environmental Group, qui regroupe un certain nombre d'acteurs du secteur de l'aéronautique et de la défense, ont mis en place cette plateforme pour concourir et promouvoir ces éléments autour de la responsabilité. Donc voilà sur ce deuxième pilier. Et puis, pour conclure ce petit zoom sur la PBM ce matin, je le disais, dernier zoom autour de la culture écologique et sociale, donc dimension dans laquelle on va parler de conformité, de déontologie, mais aussi de sensibilisation, avec notamment une question autour de, finalement, est-ce que les informations sur les impacts potentiels de l'entreprise sont-elles bien partagées avec l'ensemble des parties prenantes? Les directions des achats ont un rôle clé à jouer là-dedans. La responsabilité doit s'accompagner dans la promotion, dans la montée en compétences, dans la prise de connaissances par l'ensemble des parties prenantes, afin de sensibiliser, d'informer, de former aux enjeux de la RSE. Et ces actions, d'ailleurs, ne doivent pas uniquement se situer dans une dimension que j'appellerais unilatérale, les audits, qui sont certes une première étape, qui sont importantes, mais qui doivent aussi s'accompagner du so what. Qu'est-ce qu'on fait? Une fois que l'audit est fait, quelles sont les actions? Comment est-ce que l'on amène et comment est-ce qu'on sensibilise, je dirais plus concrètement, autour de ces enjeux RSE? Le groupe Legrand, à ce titre, je trouve, est assez exemplaire dans ses actions. Il a mis en place depuis un certain nombre d'années des actions de formation et d'engagement, et à titre d'illustration, sur l'année 2021, ils ont formé pas loin de 1000 personnes au sein du groupe, impliquées de près ou de loin autour du processus achat, autour de ces formations, autour de ces enjeux RSE, pour que chacun et chacune au sein de l'entreprise soit à même de contribuer à son niveau autour de ces enjeux. Voilà quelques zooms, quelques éclairages autour de la matrice PBM ce matin. J'espère que cela vous a donné envie. Sachez qu'on est à votre entière disposition pour aller évidemment un cran plus loin et plus dans le détail sur chacune de ces cases pour réfléchir avec vous de là où vous en êtes en termes de maturité achat responsable. Je vais maintenant passer la main virtuellement, Stéphane l'a dit, à Martina Böckhauser, donc, qui est ex-directeur des achats du groupe Volvo et aujourd'hui senior advisor auprès de nos collègues de HSZ en Allemagne, et qui va nous parler de son expérience de directrice achat du groupe Volvo. Hello, my name is Carola Frerker. I'm in charge of all client events here at H&Z Management Consultant in Munich. And I'm happy to have with me today Martina. Hi everyone, my name is Martina Buchhauser. I'm a senior advisor at H&Z Management Consulting, and before that I was the CPO at Volvo Cars in Sweden. Great, thank you very much. Let's start our interview, and you've been one of the authors of our newly published book, Responsible Procurement, and of course I'm eager to hear now more about your perspective. And everyone is talking about sustainability. Tell me, what is really in for me and my company?
Well, first of all, I mean, I think you would all agree it is the right thing to do, to act responsibly towards the environment, society, and of course, in next generation. But I think taking care of sustainability in the company also makes great business sense. So, for example, look at investors on the one hand. So they ask a lot more and demand actually a long-term perspective of your company and investments. Then secondly, more and more we see regulations and new laws coming up, like in almost all countries now, some supply chain acts. Then think about your employees. Employees are very much looking for the purpose of the company and that there is a lot of good business acumen towards sustainability. And I think you also have to look at your customers. Customers are asking a lot more questions now around sustainability. And this is why I believe that it makes great business sense and you do not want to lose your competitive advantage going forward. Okay, yeah, that really sounds reasonable for me. What does it mean for the professional experts? What is their contribution, or what can they do to be seen as a really important team or important department within a company? Yeah, I think procurement plays a huge role in this transformation phase to, let's say, electromobility or, you know, any type of more sustainable ways of doing business. Procurement pretty much in almost all companies takes care at least of 70% of the company's spend. So that is huge, and there is huge leverage in taking sourcing decisions, for example. So procurement also, of course, has always a huge impact towards the bottom line in terms of cost reduction, savings, but also towards the top line, the revenue of a company. Because, of course, especially in times of raw material scarcities and, you know, in general of the geopolitical situation, just bringing parts in so that products can be built is huge. It's a huge impact that procurement has. And now think about from a sustainability perspective, of course, you have this huge scope 3 in your supply chain, and potentially you have issues from a human rights perspective in your supply chain. So there is a huge impact from a procurement perspective, and that is why this is so relevant for procurement. Definitely, definitely. Yeah, yeah. As being the CPO for Volvo, which actions towards responsible procurement and sustainability have you initiated together with your team? Yeah, so some of the things were raising awareness in the company and with your suppliers. So, for example, for your teams, I mean, just alone to explain again and make sure people understand what great impact they have. This is huge, right? Also bringing the other stakeholders, the other functions of the company into the play, because, I mean, procurement can do a lot, but in the end, you need engineering, you need other stakeholders to really bring those sustainability efforts forward. And I think there's also then, of course, your suppliers. And I think suppliers deserve to know what are your plans, what is the company strategy, and how, you know, what is it you want to do going forward, because you need your suppliers. You can only do this together. So that's one thing, raising awareness, getting into dialogue with everyone. And then the second thing really is you have that leverage. You have to bring sustainability aspects into your sourcing and decision-making process, because this is where the music plays. And the more you bring in like CO2 efforts, or really looking down all the way to the mine, whether there is, proper behavior going on in terms of human rights, then that is what you have to look for. And this is what you have to bring into the sourcing decision when you take decisions for new suppliers. I see, yeah. Coming to the last question, Martina, and we have many CPOs and procurement professionals today attending the webinar. What are your main recommendations as being an CPO? What are your main recommendations which you would bring to the group?
So yeah, really happy about that question, because there are some people sometimes wait too long. They wait for, you know, measurements for how do I measure this and that, and they want everything in numbers to be able to take a decision. But I don't think you need that. You sometimes just have to get into the dialogue and ask people what they do in terms of CO2, for example. So don't wait. Magic really happens when you get started. So especially when you go down your supply chain, then you find things. And it's also good to go a bit risk-based, because you know what your main contributors are from a human rights perspective. I mean, cobalt in my former work was one big issue, or CO2 for steel, for aluminum. So those are the heavy contributors. And there you have to take a bit of a risk-based approach, not try to do everything at the same time. Collaborate with your suppliers. That is key. And you have to walk the talk. If you find strange things going on in your supply chain, you have to take consequences. So if someone does something you don't like, you need to bring it up, you need to talk. But if people don't stop it, well, then that might not be your supplier anymore. So you have to be, you know, role modeling this. And I also think, you know, you really have to use the positive momentum. You have to create a movement by showcasing the very, very good examples, because people are very energized once you start and you let actually people work on the right things. Definitely, yeah. Really talk about it and which leverage procurement can have and which impact. Absolutely. Great. Thank you so much, Martina, for giving a short introduction into your experience and your work. And thank you for having us with us today in your webinar. Thank you. Merci beaucoup, Martina, pour cette intervention. Que je trouve important dans cette démarche pour faire ce devoir d'action pour les achats. Il y a à la fois le côté exemplaire qui a été mentionné, c'est-à-dire qu'il faut être cohérent entre le purpose qu'on a pu donner, la manière dont on agit dans son écosystème, et ce que l'on fait dans les relations avec ses fournisseurs. Le fait que finalement, on voit bien, c'est quand on regarde l'écosystème en entier, l'écosystème, c'est à la fois les employés, donc le fait qu'on soit cohérent avec son purpose, ce sont l'ensemble des stakeholders, ce sont les clients internes, et puis les clients externes, bien sûr avec la pression, et puis le fait d'être, et puis les fournisseurs, bien sûr. Et dans la question de l'action, je crois qu'il ne faut plus attendre, il faut y aller, et c'est d'ailleurs en avançant qu'on fait tous ces progrès. Benoît, merci encore d'être avec nous ce matin. Nexity met au cœur de sa stratégie la réinvention des bâtiments et des quartiers bas carbone, adaptés au changement climatique et respectueux de la biodiversité. En tant que directeur de la construction de Nexity, qu'est-ce que ça veut dire dans ton quotidien? C'est exact. C'est formidable. C'est formidable parce que ça fait beaucoup de sens, d'une part, complètement sur l'énergie. C'est formidable aussi parce que c'est au cœur de la stratégie de Nexity. On est dans une énorme mobilisation. C'est formidable parce qu'en ce moment, dans le secteur de la construction, l'énergie, l'innovation, foisonne de partout. C'est vraiment extraordinaire. La construction. De CO2, c'est un risque et c'est une énorme opportunité. C'est-à-dire qu'il peut avoir une action. Lors de notre dernier échange, tu nous parlais de carbone abordable. Ce qui est compliqué aujourd'hui, on comprend que c'est compliqué d'avoir des permis de construire. La matière première n'arrête pas d'augmenter. L'inflation, augmentation des taux de crédit. Oui, alors effectivement, le contexte est particulièrement challenging, comme on pourrait dire. On a effectivement une inflation, là les derniers indices dans la profession donnent une inflation de l'ordre de 8%
sur un an, ce qui est jamais vu depuis une vingtaine d'années. On a une nouvelle norme environnementale qui vient d'arriver, qui s'appelle la réglementation environnementale 2020, qui impose des règles beaucoup plus strictes sur tout ce qui est notamment carbone, progressive dans le temps, et qui, selon la profession, font aussi naturellement augmenter les coûts de construction, du même ordre quasiment que le taux d'inflation que j'ai évoqué. Et en plus de ça, on a une énorme volatilité des matériaux, des différents matériaux, puisque on a eu une inflation antérieure à la crise ukrainienne. On a eu des sujets d'approvisionnement sur certains matériaux liés à la crise ukrainienne, et maintenant on a une crise énergétique qui impacte encore d'autres matériaux. Et donc effectivement, en face de ça, on a une demande du marché qui est soumise à forte tension, puisque les taux d'intérêt ont augmenté, la solvabilité est plus difficile à obtenir auprès des banques. Et donc, effectivement, ça crée effectivement des tensions sur ce sujet. Et dans ce contexte, on cherche malgré tout à combiner la fin du mois et la fin du monde. Voilà, comme le dit l'expression consacrée. Question sur les achats. Ouais. Forcément en direction des achats de votre côté. Comment cette direction achat a-t-elle évolué, je dirais au gré du temps? Comment elle a su s'adapter pour répondre aux enjeux de Nexity dans ses enjeux et dans ses... Alors, cette fonction achat, on l'a déjà fortement développée depuis un an. En fait, quelque part, le sujet du carbone et ce que je viens d'évoquer en termes de contraintes réglementaires ont éveillé aussi la sensibilité sur le fait que les achats seraient un levier finalement pour faire face justement à cette inflation des coûts, et comment justement le programme qu'on a développé s'appelle Bas Carbone Abordable, puisque la conviction c'est que on peut avoir un impact sur le carbone si on arrive à déployer les leviers bas carbone de façon massive. Et pour les déployer massivement, il faut qu'économiquement, ils soient acceptables. Et donc, de ce fait-là, il y a eu cette approche de se dire, finalement, le bas carbone, ça doit être concomitant au renforcement du levier achat au sein de l'entreprise. Donc, on est dans un groupe Nexity qui est un groupe principalement sur le territoire français, qui est très décentralisé. Ouais. Donc, il y a et qui est un enjeu effectivement d'activer des synergies entre les différentes filiales. On a une forte autonomie locale, mais pour autant, on arrive en particulier avec ce projet Bas Carbone Abordable qui mobilise très fortement les équipes parce que ça fait sens, parce qu'elles y adhèrent, parce que dans notre secteur, c'est un véritable avantage concurrentiel d'avoir un poids sur le carbone. Donc, on arrive à déployer des approches communes. Il faut voir aussi que la plupart de nos fournisseurs directs sont des entreprises de travaux, et que en fait, les industriels sont plutôt en deuxième rang. Donc, on travaille énormément avec nos fournisseurs de deuxième rang, que sont les industriels, pour qualifier, identifier les solutions, sécuriser les approvisionnements, sourcer, innover. Voilà. Donc, on a développé énormément cette approche avec eux. De fait, si on continue sur les achats, donc je comprends que les achats sont remontés plus en amont dans la chaîne de valeur. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dans la relation avec les filiales, comme tu le disais, qui jusqu'à présent avaient une très grande autonomie, on comprend, y compris sur la partie achat? Alors, ce qu'on fait vis-à-vis des filiales, c'est qu'on se dit, pour déployer des leviers de bas carbone abordables, il faut déjà qu'on décrypte pour elles qu'est-ce qui, d'ailleurs, en ce moment, elles ont besoin de nos aides de décryptage, aussi bien sur le bas carbone que sur l'ensemble. Comme je l'évoquais, il y a beaucoup de volatilité sur le marché, et donc on est très attendu par les filiales sur le décryptage de cette volatilité, donc les impacts sur les coûts, bien évidemment, puisque ça fait partie des fondamentaux des achats et aussi des fondamentaux du business. Et puis, comme on l'a évoqué,
nous, le sujet du carbone est un sujet clé. Et quelque part, c'est un sujet aussi de top line, puisque quelque part, c'est un sujet de contribution à la valeur. Et donc, c'est une façon de contribuer à la top line de Nexity. Donc, on aide les filiales à décrypter ça, à identifier finalement la performance relative des différents leviers. Et avec cette volatilité, on a des leviers qui sont plus ou moins performants. Je donne un exemple. Aujourd'hui, le poids carbone d'un logement, il est par exemple, sur un logement collectif, dans la réglementation, on a 800 kg par mètre carré de CO2 sur les matériaux de construction et 600 kg sur l'énergie qui est utilisée pendant les 50 années de vie du bâtiment. Enfin, le bâtiment vit beaucoup plus longtemps, mais la norme veut qu'on l'évalue sur 50 ans. Donc, sur les 800 kg, il y en a une partie qui est dans la structure. Dans la structure, on a plusieurs matériaux. On peut avoir effectivement le béton avec des armatures en acier. On peut avoir la brique. On peut avoir le bois, par exemple. Et donc, avec les évolutions des prix des matériaux, on voit que le bois, par exemple, l'année dernière, a fortement augmenté. Donc, d'un point de vue prix, il s'est plutôt dépositionné. Et en fait, cette année, on a eu en début d'année une très forte hausse de l'acier qui a eu un impact sur la structure en acier béton. Et là, avec la crise énergétique, on a les matériaux comme le ciment ou la brique en terre cuite qui sont très dépendants des énergies fossiles et donc dont la valeur a plutôt augmenté. Donc, ce qui fait que le positionnement relatif des différents matériaux évolue au cours du temps. Et donc, nous, ce qu'on va regarder, c'est l'optimum entre le poids carbone et le coût. Voilà. Sachant que la mise en construction d'un programme est long, on le voit bien d'année en année, tout ça évolue. Comment est-ce que tu arrives à t'organiser en termes d'engagement? Alors, justement, c'est un très bon point. Là-dessus, ça fait partie de nos premières actions. On a visé très rapidement à sécuriser les conditions de prix et d'approvisionnement des principaux leviers bas carbone. Donc, ça consiste par exemple le béton bas carbone, par exemple effectivement la brique, par exemple effectivement le bois. On a réalisé des partenariats et des accords commerciaux avec un certain nombre de fournisseurs pour s'assurer qu'on aurait la disponibilité de la ressource et des conditions de tarifs qui sont cohérentes avec justement ce qui a été modélisé au moment du lancement du programme. Parce que comme tu le dis, on a un délai entre le lancement du programme, donc le choix effectivement des éléments de structure et la réalisation réelle du programme. Après, avant la réalisation, il y a effectivement les commandes qui sont réalisées et c'est à ce moment-là qu'on a les prix qui sont vraiment mis dans le dur. Voilà. Lié à ces enjeux-là, est-ce qu'il y a eu des actions particulières pour faire monter en compétence les achats, les acheteurs et l'ensemble de l'écosystème qui travaille autour des achats pour s'accaparer l'ensemble de ces enjeux RSE? Alors, en fait, on a une montée en compétence. L'équipe achat est dans la direction de la construction, donc avec l'ensemble de l'équipe. Ce qu'on a fait très rapidement, c'est que au tout début du lancement de ce programme, on a réuni tous les directeurs techniques qui, au sein de Nexity, gèrent aussi les achats de travaux. On a partagé avec eux quels sont les différents leviers bas carbone. On a identifié aussi les impacts. Ça a permis de voir aussi, avec les données chiffrées, que des leviers qu'on pensait évidents sont finalement pas des vrais leviers, soit parce qu'ils n'ont pas un impact en valeur absolue très important, soit parce qu'ils ont un coût, un surcoût par rapport à la tonne de CO2 économisée qui n'est pas très performant. Donc là, on a déjà analysé ça. Et après, il y a beaucoup d'allers-retours entre les acheteurs et les équipes techniques parce que les équipes d'achat sont très mobilisées sur le sourcing et donc sur tout ce qui va être identification de nouvelles solutions. On a beaucoup incité nos fournisseurs à nous proposer. On s'est vraiment tourné vers nos fournisseurs
comme je le dis, souvent on cherche à mettre en place l'équipe de France du bas carbone, donc aussi bien avec nos équipes internes qu'avec effectivement tout notre écosystème de fournisseurs. Et en fait, l'idée c'est effectivement de bénéficier de leur R&D, et puis dans leur catalogue, dans leurs offres de produits, ils ont souvent des solutions qui sont pas très connues, et nous on les qualifie, et derrière on les aide à les mettre en lumière et à les faire adopter par les équipes opérationnelles. Le fameux collaborer de Martina il y a quelques instants. Voilà, exactement. Ouais, c'est la clé. D'un point de vue relation fournisseur, si on fait le lien avec la question de la gouvernance partagée qu'évoquait Hugues tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui tu as mis en place des gouvernances différentes de celles qu'il pouvait y avoir avant, où il y avait peut-être des revues de performance fournisseurs, puis après des plans d'action dans un sens ou dans l'autre? Comment réinstaller cette nouvelle gouvernance avec eux parce que finalement, l'enjeu, c'est qu'il y a une montée en compétences de part et d'autre, parce qu'ils font partie de l'équipe de France, en fait, les fournisseurs. Ouais. Alors, en termes de gouvernance, on a plusieurs typologies d'approches déjà, selon les sujets. On a des fournisseurs avec lesquels on a mis en place des partenariats qui sont au niveau de la direction générale du groupe. Par exemple, on a annoncé un partenariat avec le groupe Saint-Gobain, qui est un acteur incontournable sur le sujet des matériaux de construction. Donc, bien évidemment, là, on a mis en place un pilotage à différents niveaux, mais on a des rencontres régulières avec les directions générales de groupe Nexity et Saint-Gobain. On a des grands partenaires aussi, comme dans le bois, par exemple, avec le groupe Bifto, dans le ciment, avec Ecosem ou Cemex. Donc, c'est des partenaires qu'on rencontre effectivement au niveau direction de la construction, au niveau des achats et au niveau aussi des équipes de direction générale. Après, on a effectivement un pilotage selon les enjeux qu'on rencontre qui s'adaptent avec les fournisseurs. Est-ce que ça veut dire que sur certains fournisseurs, certains acteurs des filières que tu as pu évoquer, que ce soit le béton bas carbone ou la brique, il y a des engagements de co-développement, des engagements financiers qui ont été pris, et en retour, est-ce que Nexity, au-delà de sa position de leader, bénéficie d'innovation en avant-première ou avec une période d'exclusivité par rapport à d'autres? Comment tout ça s'organise? Alors, déjà, bon, je ne vais pas dévoiler tous les accords commerciaux qu'on a mis en place, mais clairement, on a annoncé, par exemple en septembre, parce qu'on a un autre levier que je n'ai pas encore évoqué, c'est la pompe à chaleur. La pompe à chaleur, donc c'est un levier énergétique extrêmement puissant et performant, qui va puiser dans l'air ambiant 2/3 d'énergie renouvelable, donc la chaleur de l'air ambiant, pour la restituer dans le logement. Donc, quelque part, en gros, vous mettez une pompe à chaleur chez vous, vous avez, quand vous allez consommer 1 kWh d'électricité, vous allez restituer en termes de chaleur dans votre logement 3 kWh. Donc, c'est extrêmement performant. En plus, en France, l'électricité est très décarbonée. Donc, quelque part, en termes d'impact carbone, c'est extrêmement puissant. Et en termes de sobriété énergétique, en ce moment, on s'en préoccupe un tout petit peu. En termes de sobriété énergétique, c'est aussi très performant. Ça fait faire aux personnes aux acquéreurs des logements, ça fait faire d'importantes économies ensuite sur la vie du logement. Donc, avec les partenaires de pompe à chaleur, on a identifié que, donc c'est des industriels, on a identifié qu'il y a un enjeu dans le déploiement. Bon, il y a un premier enjeu de pédagogie. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on forme nos équipes. Et donc, là, on les a mis à contribution. On leur dit, il faut que vous formiez nos équipes parce qu'il n'y a personne de mieux placé que vous qui connaissez, finalement, vous avez fait tous les tests sur vos produits. On va vous attendre pour former nos équipes. Mais après, il y a un deuxième sujet. C'est le sujet de la mise en œuvre de ces pompes à chaleur. Qui sont les installateurs? On va avoir des compétences spécifiques puisqu'on va avoir des besoins de frigoristes aussi pour gérer les fluides au sein des pompes à chaleur. Donc, quelque part, on a besoin de former, d'aider à la prescription, d'embarquer toute la filière. Et donc,
Parce que nous, au niveau de nos équipes opérationnelles, elles se posent la question, quels sont les bénéfices clients, mais aussi, est-ce que je vais pouvoir facilement mettre en œuvre ce levier au sein de mon logement? Est-ce que le jour où je vais livrer mon immeuble de 50 logements, est-ce que les gens vont avoir de la chaleur? Est-ce qu'ils vont avoir de l'eau chaude ou pas? Est-ce qu'il n'y en a pas? C'est en général, on le sait assez vite et, et c'est pas très agréable. Donc voilà, on fait en sorte d'apporter avec justement nos partenaires, et donc là on a annoncé 3 partenaires sur la pompe à chaleur, des industriels de premier plan, pour apporter une réponse complète. Et en parallèle, effectivement, on travaille avec eux sur l'identification et l'amélioration continue, comment on peut avoir des solutions qui vont encore apporter de meilleures performances, des services complémentaires, des facilités d'entretien. Enfin, voilà, on réfléchit avec eux sur tout l'écosystème. Vraiment dans l'idée de top line et bottom line, c'est-à-dire on n'achète pas juste quelque chose on va dire une commodité. On n'est pas vraiment dans l'approche commodité, on est vraiment à combiner comment on apporte de la valeur supplémentaire, comment on arrive à tirer l'innovation pour justement, on est dans une période de transition, donc c'est ça qui fait aussi la joie, le bonheur, c'est que, et l'intérêt intellectuel, c'est qu'en fait, on a tellement de choses à développer, à inventer, que ça permet de se projeter sur de la création de valeur en même temps que sur de la bottom line. Alors, c'est super intéressant, pardon Stéphane. On voit bien que donc, vous travaillez en écosystème. Est-ce que ça vous a amené à définir des nouveaux leviers de mesure de la performance des achats? On était, vous disiez à l'instant, on n'est pas dans l'achat de commodité, c'est le classique de je négocie et puis c'est finalement mon économie stricto sensu au bas de la feuille qui compte, mais c'est bien un ensemble. Donc, est-ce qu'il y a des nouvelles façons de mesure de la performance qui ont été imaginées pour piloter l'ensemble de cette performance globale? Alors, on a clairement, comme vous l'avez compris, un nouvel indicateur, nous, qui est le CO2. Le CO2, en fait, c'est quasiment une nouvelle comptabilité. Ouais. Et donc, dans la profession, on a des fiches de traçabilité donc sur les différents produits qu'on achète. Donc, effectivement, les acheteurs vont demander aux fournisseurs sur chacun des produits des éléments financiers, des éléments de traçabilité CO2, entre autres. Bien sûr, il y a d'autres éléments, comme tous les acheteurs qui nous écoutent et que je salue savent. Voilà, on a toujours un nombre de sujets très vastes à couvrir, mais un des enjeux aussi, c'est d'avoir en tête les priorités. Et nous, aujourd'hui, effectivement, le carbone, c'est un sujet clé. Après, on reste quand même, la partie économique, c'est un fondamental. Et je dirais, il y a aussi un autre sujet, c'est que, comme je l'évoquais au début, la transition carbone, la transition vers transition écologique, comme on peut l'appeler, elle implique assez souvent des surcoûts. Et la profession évoque des fourchettes entre plus 5, plus 10%, suivant en fait les échéances et autres. Donc, pour faire face à ces surcoûts, on peut parfois rêver de se dire on va trouver la solution qui va ne pas être plus chère et en plus répondre à nos enjeux écologiques, mais c'est assez rare. Donc parfois on va aussi faire des compromis, on va se dire voilà, on va obtenir sur des solutions classiques, des commodités qui sont devenues des commodités, on va essayer de retravailler sur les conditions financières. Alors c'est pas toujours facile parce qu'en ce moment il y en a certaines qui ont plutôt tendance à augmenter plutôt qu'à baisser. Et ça va ce qu'on va pouvoir apporter en termes de financier, ça va pouvoir nous permettre d'investir sur d'autres sujets qui sont des leviers forts de transition bas carbone et donc quelque part de différenciation. Okay. Je reviens sur tes propos précédents. Ce qui est intéressant en fait, c'est que aujourd'hui, vous vous appuyez de plus en plus sur vos fournisseurs partant du principe qu'ils ont l'expertise et qu'ils vont amener l'innovation, ce qui est de fait un changement assez fort dans ce qu'on voit dans les processus achats où souvent les clients internes ou les directions techniques, directions développement avaient le sentiment qu'elles détenaient le savoir.
c'est encore le cas chez Nexity, mais vous partez du principe que vos fournisseurs ont un savoir supplémentaire qu'ils partagent. De fait, comment ça a été accepté au niveau de tes clients internes et quelle perception ils ont aujourd'hui du positionnement des achats en amont de cette chaîne de valeur? Alors déjà, il y avait déjà une habitude, enfin, les équipes opérationnelles, les équipes techniques, toute la filière technique travaillent énormément avec les fournisseurs, avec les industriels, avec les entreprises de travaux et ont depuis je dirais depuis toujours, ils ont cet enjeu de pouvoir trouver l'optimum entre le niveau de qualité, le niveau de service, le niveau apporté aux clients, et puis les aspects de coût. Donc ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Après, ce qu'apporte aujourd'hui, ce qu'on apporte, c'est je pense qu'on a effectivement, on aide à structurer. Alors déjà, comme le sujet du carbone est quelque chose de complexe, comme je disais, c'est une deuxième comptabilité. Donc c'est quand même, on apprend en marchant hein, quelque part. Hein. C'est un peu ce que disait ma collègue Martina. On apprend en marchant. Et donc voilà, on donne les clés. On aide les équipes opérationnelles. Et puis après, l'autre point, c'est, je pense qu'on a aussi un peu organisé au niveau groupe, on a un peu plus organisé ce travail avec les fournisseurs, de sorte à ce qu'on puisse continuer à foisonner comme c'était le cas jusqu'à présent, parce que on a énormément d'innovations qui sont testées tous les jours dans toutes nos filiales, et en même temps faire en sorte qu'on mette en place la plateforme pour pouvoir diffuser toutes les leviers les plus efficaces. Sur la question de la performance, donc on voit bien des enjeux coûts, des enjeux revenus, des enjeux carbone, la cohérence qu'il peut y avoir dans les objectifs de la direction des achats et de l'écosystème interne, de manière à ce que tout le monde travaille dans le même sens. Alors ça, c'est clé également, effectivement. Les objectifs carbone chez Nexity sont partagés par l'ensemble du management. Donc là-dessus, c'est ce que je disais en préalable, c'est ce qui fait aussi le côté exaltant de notre démarche, c'est que on a vraiment une mobilisation. Bon, c'est dans les objectifs, c'est aussi c'est quelque chose qui fait sens, donc on n'a pas trop de mal à convaincre les gens puisqu'ils sont déjà convaincus quelque part, donc c'est vraiment la situation idéale. Donc et ça fait sens pour les acheteurs, donc quelque part, voilà, c'est pas tellement aujourd'hui l'enjeu, il est pas tellement de convaincre d'y aller, il est plus de décrypter quels sont les leviers adéquats et comment on arrive à résoudre un peu la quadrature du cercle. C'est sûr que dès qu'on a un levier qui est très performant, qui apporte de la valeur client et qui représente pas de surcoût, en général, et si on arrive facilement à le communiquer et qu'il est facilement déployable au niveau opérationnel, on n'a pas tellement de mal à le déployer. Voilà. Dans le walk the talk que Martina partageait, est-ce qu'il y a des décisions difficiles que tu as dû prendre et que tu peux partager auprès de certains des fournisseurs avec lesquels vous aviez l'habitude de travailler? Je dirais, comme l'évoquait Martina, il faut qu'on soit assez clair, et c'est ce qu'on a fait. Hein. On a été clair avec nos fournisseurs sur quelle est notre stratégie, qu'est-ce qu'on attend de leur part. Effectivement, nos attentes ont évolué parce qu'on a eu ce programme justement de bas carbone abordable qui est très puissant aujourd'hui au sein de Nexity. Et la réponse des fournisseurs, c'est d'ailleurs comme la réponse de tout groupe, hein, on peut la voir,
il y en a qui sont emballés, qui sont super motivés, qui vont au-devant même de nos attentes. Voilà, donc, et là, naturellement, bah, on arrive à développer pas mal de business ensemble. Et puis, bah, ceux qui sont plus difficiles à embarquer, bah, naturellement, on fait un peu moins de business, quoi. Voilà, c'est assez classique. Oui, bien sûr, c'est des décisions qu'on doit prendre régulièrement. Ça fait partie justement du rôle d'une direction de la construction et puis d'une direction achat. Dernière question avant qu'on passe à vos questions. Les attributs principaux d'un acheteur demain. Alors, je pense que il y a une. Je résumerai avec l'analyse de la valeur, parce que en fait, il faut bien dans ce faisceau en fait où on a de plus en plus d'attentes finalement pour une fonction achat. Moi, effectivement, il y a une vingtaine d'années, quand j'ai débuté ma carrière, déjà à l'époque, l'image qui était donnée, c'était qu'on n'avait pas assez de notre temps, de notre journée pour pouvoir gérer l'ensemble des attentes qu'on peut avoir. Donc, il y avait qualité, coût, délai, et puis en plus, on en rajoutait. Et alors là, en plus de ça, maintenant, il y a des sujets de responsabilité qui vont dans énormément de directions. Donc, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue le sujet de la valeur qu'on apporte. Donc, effectivement, il y a des fondamentaux, comme la partie coût économique, qui est un fondamental des achats. Mais après, je pense que derrière responsabilité, il faut clairement identifier quel est le levier qui correspond à l'apport de valeur et qui correspond à l'attente qu'on peut avoir. Parce que l'idée, c'est pas juste de donner bonne conscience, parce qu'en plus, chacun peut avoir son schéma de valeurs personnelles. L'idée, c'est de voir aussi, et je pense qu'il y a un sujet aussi associé à ça, c'est d'évaluer les ordres de grandeur. C'est-à-dire que finalement, comment on va avoir de l'impact, c'est pas juste de pouvoir indiquer, voilà, j'ai fait une ou deux actions qui peuvent parfois être un peu anecdotiques. C'est de voir comment finalement, sur cet apport de valeur, je peux objectiver et je peux avoir l'impact le plus fort possible. Et durable, voilà. du coup. Exactement. Et durable. Alors, je crois qu'on a des questions sur le fil. Il est 9h27. Ce qu'on vous propose, c'est peut-être d'en prendre une et puis de conserver les autres, et on vous répondra par mail. Donc, une question. Voilà. Donc, dans le cadre de ces partenariats comme ceux des pompes à chaleur, vous engagez-vous vis-à-vis de vos fournisseurs sur des volumes d'achat? Alors, c'est une excellente question. Aujourd'hui, on tente, dans la mesure du possible, de ne pas prendre d'engagement de volume, parce que, pour une raison assez simple, c'est que nous-mêmes, on n'a pas forcément d'engagement de volume, on n'est pas un industriel, et donc l'idée, c'est d'avoir les accords commerciaux qui soient le plus alignés possible avec la façon de fonctionner de notre groupe et les enjeux business de notre groupe. Voilà. Donc, on arrive malgré tout à développer ensemble pas mal de business avec nos partenaires. Et en général, on a une très très bonne fidélisation de nos partenaires. On est le premier promoteur de France. On a des volumes qui sont très significatifs. Et puis, au-delà de ça, on a aussi, je pense, une attractivité pour les fournisseurs. Je pense qu'ils sont très satisfaits de travailler avec nous. Il est 9h31. On a vu que dans le fil, d'autres questions étaient remontées. Donc, on s'engage à vous répondre à ces différentes questions. Benoît, merci encore d'avoir été avec nous. Merci pour ce témoignage extrêmement riche. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Nous vous donnons rendez-vous ce soir, 18h30, pour parler économie circulaire.
travailler ensemble pour des modèles économiquement et environnementalement soutenables. Je vais y arriver, désolé, il fallait que ça arrive, ou jusqu'au 18 novembre. Merci encore, à bientôt. Merci, Merci bonne beaucoup. journée. Au revoir. Au revoir. Climate change threatens each nation in the world. Et chaque minute compte. L'accord de Paris est accepté. Transformer les entreprises pour transformer le monde.